En 1994, le ministère de la Justice américain a ordonné au FBI de créer une unité spéciale pour lutter contre le terrorisme, les prises d'otages, la criminalité internationale et tout acte de violence à haut risque. Cette unité spéciale s'appelle le Critical Incident Response Group, ou CIRG. Il travaille en collaboration avec les autorités judiciaires locales, nationales et internationales. Et sa principale mission est de faire cesser les atteintes majeures à la sécurité publique, quel que soit le moment et le lieu où elles se produisent. Voici le récit d'une de leurs opérations. Porto Rico est une île des Caraïbes très appréciée par les touristes pour son soleil, ses mers chaudes et ses belles plages. Le panorama, les casinos et les hôtels de sa capitale, San Juan, attirent chaque hiver des milliers de visiteurs qui viennent y dépenser leurs dollars. Mais derrière ce cadre paradisiaque, dans un endroit secret de l'île, l'équipe de sauvetage d'otages du FBI, ou HRT, achève son entraînement pour sa prochaine mission. Elle fait partie d'une unité spéciale composée de 150 policiers portoricains et agents du FBI. Leur cible est un dangereux gang de trafiquants de drogue qui opère dans le secteur de Villa d'Avila, un petit hameau situé à 50 km de San Juan. Les autorités de San Juan ont fait appel à nous en raison du nombre d'individus à appréhender et de l'arsenal en leur possession. Le gang possédait vraisemblablement une mitrailleuse M60, ainsi que des armes semi-automatiques et automatiques. Ce gang puissamment armé se livre à des vols de voitures, des kidnappings, des meurtres, du trafic de stupéfiants et détient illégalement des armes. Le trafic de drogue est une activité de plus en plus lucrative qui lui rapporte 10 000 $ par jour. Et son chef, Juan Carlos Arroyo, règne sur Villa d'Avila avec une main de fer. Les méthodes tyranniques et violentes du gang lui ont permis de mettre le quartier en coupe réglée. Et il était clair qu'il userait de tous les moyens possibles pour conserver son pouvoir sans partage sur la population. Le gang contrôle Villa d'Avila par l'intimidation à laquelle il soumet les habitants. Des adolescents armés patrouillent dans les rues. Toutes les familles sont de fait retenues en otage chez elles. Nous n'approuvions pas ces agissements, mais nous ne pouvions ni nous en plaindre, ni les dénoncer publiquement, pour la simple raison qu'à la moindre remarque qui leur déplaisait, ils pouvaient vous tuer. Le gang devient chaque jour plus puissant, et durant les heures précédant son intervention, l'unité spéciale cherche avant tout à tenir l'opération secrète. Le gang était très organisé. Il disposait de guetteurs qui communiquaient par radio et contrôlaient toute entrée et sortie du village. Si elle était découverte, l'unité spéciale en embuscade parmi des familles innocentes serait immanquablement la cible des tirs du plus important gang armé de narcotrafiquants portoricains. À Villa d'Avila, nous étions postés pour couvrir les équipes d'intervention. Et s'il le fallait, nous étions prêts à ouvrir le feu pour protéger nos collègues policiers. Juan Carlos Arroyo et son gang agissent au grand jour, sans aucune crainte. Ils sont connus pour leurs représailles impitoyables envers quiconque leur résiste. Ni les habitants, ni les gangs rivaux, ni même la police ne peuvent stopper leur lucratif trafic de drogue. Porto Rico est une île située à 1 millier de kilomètres au large des États-Unis. État autonome, souverain en matière de politique intérieure, l'île est associée aux États-Unis qui ont juridiction dans la plupart des domaines du droit. Porto Rico souffre de la pauvreté et d'une criminalité qui, en 1992, a atteint un tel niveau qu'elle trouble l'ordre social de l'île. On n'avait pas connu une telle situation sur le sol américain depuis le Chicago des années 30. On se serait cru au Far West.
Le pouvoir était à celui qui avait les armes les plus puissantes et qui voulait faire régner la violence. Homicides, kidnappings et vols perpétrés par des gangs de trafiquants de drogue font partie du quotidien et la police est dépassée par l'ampleur de cette criminalité. Ici, les vols de voitures sont monnaie courante. Quand nous patrouillons en voiture, nos armes sont toujours à portée de main. De nombreux agents en service ou en civil se sont fait voler leurs véhicules, que ce soit en service ou chez eux. De la violence gratuite. Les vols de voitures comptent alors parmi les actes criminels les plus violents. Fin 1992, on recense une moyenne de 732 vols de voitures par mois. C'est une déferlante de violence qui paralyse littéralement le pays. Lors de ma première affectation à l'unité chargée des gangs et des vols de voitures, on dénombrait une vingtaine de vols de voitures par jour. Des vols au cours desquels les victimes étaient tuées, blessées ou kidnappées. Je me souviens qu'à l'époque, le frère du procureur général s'était fait voler sa voiture, puis tué devant chez sa mère à Condal, un quartier chic en bord de mer. Le père du maire de San Juan s'est fait voler sa voiture alors qu'il sortait de chez le médecin. Et le procureur américain lui-même s'est fait voler sa voiture ici à Porto Rico avec ses enfants dans le véhicule à une station-service. Chaque jour, il y a 17 à 25 attaques à main armée, dont au moins la moitié sont des vols de voitures. La violence n'épargne personne, quel que soit son quartier de résidence ou son statut social. Pratiquement tout le monde sur l'île avait au moins un ami proche qui avait été directement victime d'un vol de voiture. Ces agressions devenaient tellement fréquentes qu'il a même fallu adapter la loi. Par exemple, s'arrêter au feu rouge n'était plus obligatoire après minuit parce que les délinquants agressaient les automobilistes au feu rouge. À la fin de l'année 1992, les vols de voitures occasionnent plus d'homicides que n'importe quel autre délit. Les gens étaient tués gratuitement. Même lorsqu'ils donnaient les clés de leur voiture, les agresseurs n'avaient aucune pitié. Le Congrès américain vote la loi sur la sécurité dans les rues, rendant le vol de voiture passible d'une peine de 15 à 25 ans d'emprisonnement. Cette nouvelle loi permet au FBI et aux autorités judiciaires locales de créer une unité chargée de la sécurité dans les rues. En octobre 1992, le Congrès a voté une loi faisant du vol de voiture un délit fédéral. À l'époque, quelques 6000 vols de voiture étaient commis chaque année à Porto Rico. Et la création d'une unité chargée de la sécurité dans les rues visait précisément à lutter contre les gangs de voleurs de voitures. Grâce à la création de cette unité spéciale, nous avons pu procéder à des enquêtes approfondies sur les vols de voitures. Du fait du nombre élevé de ces vols et des moyens limités dont nous disposions, nous ne pouvions pas tous les traiter. Nous nous sommes donc concentrés sur les cas où la victime avait été assassinée, blessée ou kidnappée. Les gangs utilisent généralement des véhicules volés pour braquer d'autres gangs ou pour transporter la drogue sans qu'on retrouve leurs traces. C'est leur mode opératoire préféré. Toute entreprise a besoin de financement pour prospérer. C'est aussi valable pour ces gangs criminels. Leur financement provenait des vols de voitures. Ils utilisaient ces voitures pour aller voler des véhicules blindés ou piller d'autres gangs. Et il était donc impossible de remonter la filière. L'argent ainsi obtenu leur permettait de se procurer de grandes quantités de drogue destinées à la revente dans la rue. Faire partie d'un gang représente le moyen d'accéder à une vie facile. Voir les membres d'autres gangs conduire des voitures de luxe, avoir de l'argent et des filles est une incitation. C'est très courant ici. L'activité des gangs criminels à Porto Rico s'affiche dans les rues avec une arrogance et une dureté inimaginables aux États-Unis. Les meurtres perpétrés par des gangs, sans peur des représailles, se banalisent.
Aux États-Unis, un drive-by shooting, c'est en gros les membres d'un gang qui tirent un ou deux coups de feu. Mais ici, c'est pire. En général, ce sont des gangs de narcotrafiquants qui choisissent un gangster sur lequel ils vont recueillir des informations avant de le cribler de balles. L'argent facile a un grand pouvoir d'attraction car être membre d'un gang mène rapidement au sommet. La violence n'est qu'un modeste prix à payer pour la réussite financière et chaque meurtre commis par un gang est un message adressé aussi bien à ses amis qu'à ses ennemis. Le but est de faire passer un message et un seul. Ne jouez pas au malin avec votre gang ou un autre, sinon on vous descendra. Beaucoup de membres de ces gangs sont nés au fin fond de Porto Rico. Bien souvent, ils ont le sentiment que leur seul choix est de faire partie d'un gang et s'ils tentent d'en sortir, ils savent qu'on les tuera. Lorsqu'elle entame ses recherches, l'unité chargée de la sécurité dans les rues n'a pas encore conscience d'assister au début d'une guerre sans merci, celle des gangs de la drogue qui va menacer l'existence même de Porto Rico. Nous avons commencé à enquêter sur le gang de Villa d'Ávila un vendredi après-midi lors d'une intervention suite à une intrusion dans une maison. Et nous avons découvert que 4 membres d'un gang tentaient de cambrioler un autre trafiquant de drogue. 4 hommes armés s'introduisent chez un trafiquant rival pour lui dérober son argent. Ils prennent en otage son épouse et sa fille qui se trouvent dans la maison. Ils voulaient savoir où l'argent était caché pour le récupérer. T'as intérêt à me dire où il est. La femme leur a dit qu'il était enterré dans le jardin d'une autre maison et qu'elle allait les y conduire. 2 hommes sont donc restés là pendant que 2 autres emmenaient la femme dans sa voiture jusqu'à l'autre maison pour récupérer l'argent. S'il n'est pas dans la maison, je vais te tuer et ta fille aussi. L'histoire se termine de façon peu glorieuse. Le cambriolage ayant échoué, les 2 hommes armés qui détiennent la fille paniquent et s'enfuient. La fille appelle les secours. La police portoricaine localise rapidement la voiture et la prend en chasse. Son interrogatoire est édifiant quant à la conscience de leurs propres activités. Lorsque nous avons interrogé Pito Caballo, au début, il pensait que nous enquêtions sur un vol de voiture. Il nous a répondu que ce n'était pas un vol de voiture, qu'un gang de trafiquants de drogue était en possession de plusieurs millions de dollars et qu'il voulait les lui voler. Il tenait à clarifier les choses, rien à voir avec un vol de voiture, il voulait juste voler l'argent qu'une famille de trafiquants avait gagné illégalement. Il parlait avec décontraction, comme s'il n'y avait rien d'illégal, comme si c'était normal. Brusquement, Caballo refuse de parler davantage. L'unité spéciale veut obtenir des noms et des informations, mais il reste muet. J'ai interrogé de nombreux criminels dans différentes affaires de meurtre et d'autres crimes, mais ce jeune était coriace. Il était complètement fermé et a persisté dans son refus de nous parler. Il connaissait l'organisation de l'intérieur. Nous estimions avoir des preuves solides contre lui et nous pensions qu'il pouvait nous aider à comprendre le fonctionnement interne du gang. Son refus de coopérer, c'était frustrant pour nous. Après avoir identifié Pito El Caballo et ses 3 complices comme appartenant au gang de Villa d'Ávila, l'unité spéciale s'intéresse à la femme et à la fille. Elle commence par nier les propos de Caballo selon lesquels de l'argent de la drogue serait caché dans leur maison. C'est de l'argent, de la drogue ou quoi? Il y a de la drogue dans la maison? En collaboration avec la police de Porto Rico et l'unité chargée de la sécurité dans les rues, nous avons interrogé les personnes qui avaient été retenues en otage. Cela nous a permis d'établir que de l'argent était effectivement caché dans leur jardin. Nous avons retrouvé 650 000 $ enterrés dans de grands seaux. Il y a un demi-million dans le jardin. Dans le jardin? Oui. La police est stupéfaite par l'importance de la somme.
Pour les agents Poli et Torres qui travaillent ensemble, cette tentative de vol est un signe évident de la volonté du gang de Villa Dávila d'étendre son pouvoir et son influence. Notre attention a été attirée par le conducteur du véhicule volé. C'était lui qui avait kidnappé la femme du trafiquant et c'était l'un des 4 hommes armés qui avaient tenté de voler son mari. Cet argent aurait permis au gang d'acheter davantage de drogue pour la revendre ici même. Une fois le premier homme identifié, nous avons pu identifier tous les autres membres du gang. S'ils avaient réussi à dérober cet argent sans se faire prendre, je pense qu'ils auraient pu acheter une grande quantité d'armes. Par ailleurs, ils auraient sans doute attiré dans leur camp des membres d'autres gangs et étendu ainsi leur territoire. Cette tentative de cambriolage est un chiffon rouge pour l'unité spéciale et le gang de Villa Dávila fait désormais l'objet d'une enquête d'envergure. Il est connu des autorités locales, mais tous les efforts qu'elles ont déployés jusque-là pour le démanteler ont échoué. Lorsque la police arrivait, ils se réfugiaient sous les porches des maisons. Ils se débarrassaient de leurs armes, puis se penchaient sur le grillage en rigolant pour narguer la police. Malgré ses efforts, la police locale était impuissante à régler ce problème. Elle connaissait l'existence de ce lieu de trafic. Mais chaque fois qu'elle tentait de pénétrer dans cette zone, les trafiquants dissimulaient très vite la drogue et arrivaient à disparaître dans le décor. Il était impossible de les prendre sur le fait. Au premier signe de présence de la police, les armes, la drogue et l'argent susceptibles d'incriminer le gang sont rapidement cachés chez des habitants innocents qui savent que s'ils refusent d'obéir, dès le départ de la police, le gang reviendra. Il leur arrivait de frapper à ma fenêtre à 21h, 22, même 23h, alors que je regardais la télévision avec mes enfants, pour me dire de me coucher sur le sol parce qu'il risquait d'y avoir une fusillade et que les balles pouvaient traverser mes murs en contreplaqué. Ça arrivait souvent. Nous vivions dans des conditions insupportables. Parfois, la police ou des gangsters débarquaient sans nous prévenir et nous demandaient de nous coucher sur le sol ou bien trouver un paquet contenant de la drogue ou de l'argent dans la pièce de devant. Malgré son incapacité à stopper les activités du gang, la police locale fait quelque chose qui plus tard s'avérera payant. Le FBI et l'unité chargée de la sécurité dans les rues ne sont pas les premiers à avoir enquêté sur ce gang. La police de Porto Rico avait tenté à maintes reprises de réunir des preuves et d'arrêter les gangsters, mais sans résultat. Elle avait alors décidé de prendre des photos des gangsters sous les porches des maisons lors de ses patrouilles. La plupart des membres du gang vivent dans le quartier ou près de Villa Dávila, où ils ont grandi. Malgré les photos prises par la police locale, l'unité spéciale ne peut établir la véritable identité des gangsters. Lorsque nous avons eu connaissance de l'existence du gang, nous ne connaissions pas l'identité réelle de ses membres. Ils agissaient tous sous de faux noms. Ils s'appelaient tous Pito quelque chose, Pito Caballo, Pito Pito. Il y avait Pito Caballo, Pito Puerco, Pito el Caballo, Reni, Iman, Alviero. Leurs noms commençaient tous par Pito. Il y avait Tarzan et son frère Jigman. Tous les distinguer était un travail de titan pour quelqu'un qui ne connaissait pas le dossier à fond. Il y avait Machito, Chilito et Pipo. À mon avis, beaucoup de membres du gang eux-mêmes ignoraient le vrai nom des autres. Juan Carlos Arroyo et ses acolytes disposent des conditions nécessaires pour faire prospérer leur entreprise criminelle. Une zone protégée pour vendre de la drogue, un contrôle total des habitants et un flux d'argent régulier. Pour les autorités, c'est un combat perdu d'avance. Les autorités n'auraient jamais pu surprendre le gang en possession d'une grande quantité d'armes, d'argent ou de drogue, car le gang avait l'avantage. L'unité spéciale cherche d'abord à mettre à jour l'existence du trafic de drogue, mais faute de moyens nécessaires pour infiltrer l'organisation, elle se heurte aux mêmes difficultés que la police locale. Dès le début, il ne faisait aucun doute que cela allait être une grosse affaire qui nécessiterait des moyens d'investigation sophistiqués. Nous avons décidé qu'aucun gang ne serait plus rusé ou mieux équipé que nous. Poli et Torres se disent qu'il leur sera impossible de prendre le gang en flagrant délit. Ils élaborent donc une autre stratégie adaptée à ce type de criminalité.
L'unité spéciale envoie une équipe d'observation dans les collines qui surplombent le quartier. Lors de notre première opération, nous étions en tenue de camouflage. Le plus discrètement possible, nous avons traversé les ravins et les bois pour arriver au poste d'observation où nous avons installé notre équipement. Pendant cette première opération, qui a duré 3 heures, nous avons observé entre 125 et 135 transactions. La vidéosurveillance révèle que l'activité du gang est plus importante et bien plus complexe que les autorités ne le pensaient. Nous avons découvert qu'ils travaillaient 24 heures sur 24. Les ventes de drogue duraient entre 10 et 15 minutes au maximum. Nous n'aurions pas imaginé que dans ce petit secteur, il puisse y avoir un trafic de drogue constant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même très tôt le matin. En espionnant les fréquences radio du gang, l'unité spéciale met également au jour une aile de grande envergure. Fréquences, il y avait des échanges radio entre Comandancia, la station de base, Puesto 1, position 1, Puesto 2, position 2 ou le lieu de vente. À ce moment-là, je ne pense pas que l'un des gangs de Porto Rico ne se soit douté que leurs échanges radio allaient les envoyer en prison. Ils n'étaient pas du tout méfiants. L'unité spéciale démêle l'organisation interne du gang et découvre les méthodes d'Arroyo pour échapper à la loi. La surveillance dans tout le secteur est un signe révélateur de la mainmise d'Arroyo sur le quartier. Chaque fois qu'une personne pénétrait dans le secteur de Villa d'Avila, il signalait s'il s'agissait de residentes ou de clientes. Ils indiquaient également s'ils arrivaient à bicicleta, à pied ou en voiture. Nous avons commencé à enregistrer ces messages, ce qui par la suite nous a été d'une aide précieuse. Dans l'unique rue servant d'accès et d'issue au quartier, le gang a peint une ligne blanche fixant la limite d'accès des clients. Personne ne peut la franchir sans son autorisation. En fait, on ne pouvait pas circuler librement. Il fallait demander l'autorisation de franchir la ligne pour rentrer chez soi. De plus, il y avait un mot de passe. Et si on ne le connaissait pas, ils ne nous laissaient pas passer. Au début de l'enquête, nous avons découvert une ligne blanche peinte ici, dans cette zone. Nous avons appris que les voitures des clients ne pouvaient pas la traverser. Toute voiture qui franchissait cette ligne avait affaire aux hommes armés qui surveillaient la zone. Ces derniers considéraient que quiconque franchissait la ligne ne venait pas pour acheter de la drogue, mais pour la voler aux vendeurs. Franchir la ligne blanche peut signifier une condamnation à mort pour les intrus. Ainsi, plusieurs mois après le début de l'enquête, une exécution a lieu en public. Environ 4 ou 5 mois après le début de notre enquête, une nuit, 2 hommes d'un gang extérieur au quartier sont venus chercher un des leurs et ils ont traversé la ligne blanche. Les guetteurs ont signalé par radio qu'un véhicule inconnu entrait. Une fois identifié, la voiture a été la cible des mitraillettes. L'isolement du gang est sa force. À Villa d'Avila, il échappe à toute règle légale et peut donc s'arroger tous les droits, y compris celui de tuer. L'enquête se poursuit sur tous les fronts, mais malgré la vidéosurveillance et l'enregistrement des échanges radio, les agents n'arrivent pas à percer les mécanismes. Il était membre du gang ou même pour prouver le trafic de drogue. L'unité spéciale doit trouver une solution. Pour pouvoir neutraliser ce gang, nous avons dû employer d'autres méthodes, comme l'utilisation d'informateurs. Des individus en colère contre le gang, que celui-ci n'en voulait plus. Et le gang en avait en particulier après un ex-membre et ses proches. L'informateur s'appelle El Puerco. Il craint d'être le prochain sur la liste à abattre.
Je pense qu'il y avait une certaine rivalité entre Pito Puerco et Juan Carlos Arroyos Reyes. Et du coup, Pito Puerco a affronté Juan Carlos Arroyos à plusieurs reprises. Et la situation pour lui est devenue intenable. Il savait qu'il allait devoir partir. On a eu la chance de tomber au bon moment. Craignant pour sa vie, El Puerco fournit aux agents Poli et Torres des informations détaillées sur un gang dangereux et déterminé à s'étendre. Le cerveau du groupe est un homme né à Villa d'Avila. Para ese tiempo logramos identificar al líder de la ganga. C'est à partir de là que nous avons pu identifier le chef du gang, connu sous le nom de Juan Carlos Arroyo Reyes. Ce jeune homme d'environ 23 ans, instruit, était le chef naturel et charismatique du groupe. Arroyo est soupçonné de nombreux crimes. Il a pris le pouvoir après avoir organisé la mort d'un chef de gang rival. Juan Carlos était à l'évidence très intelligent. Il était également très méfiant extérieurs au gang que de ses membres. Certaines de ses réactions face au manquement à la règle du groupe résultaient de sa crainte et de sa méfiance, y compris à l'égard de ceux qui se montraient loyaux envers lui. L'organisation du gang tourne autour de la vente de drogue à des clients au volant de leur voiture. Des messagers, des guetteurs et des vendeurs de drogue se relaient 3 fois par jour sans interruption. Les guetteurs sont payés $60 pour 12 heures de travail. Les vendeurs doivent consacrer une partie de leur salaire à l'achat d'armes et de munitions. Le gang exerce un contrôle total sur le quartier. Les habitants ne pouvaient pas échapper au contrôle du gang. Celui-ci avait tracé une ligne dans la rue que les habitants ne devaient pas franchir sans son autorisation. Les clients arrêtent leur voiture à hauteur de la ligne blanche et passent leurs commandes. L'argent change de main. La drogue aussi. Et les clients repartent comme ils étaient venus. Une maison est destinée à la réception de la marchandise, qui est ensuite conditionnée en sachet pour la revente. Arroyo garde le contrôle en répartissant rigoureusement les rôles et en imposant des règles strictes. Il tient son pouvoir de sa mainmise sur l'argent et ses hommes armés. Ça c'est pour toi, et ça c'est pour toi. Une grande partie de la hiérarchie a été identifiée, puis la liste a été complétée par Pito Puerco. Juan Carlos, chef incontesté, maîtrisait l'ensemble du circuit de l'argent provenant des ventes de drogue. Comme dans toute organisation, les finances étaient la source du pouvoir. C'est moi le chef, ça se fera. Juste au-dessous, il y avait les gatilleros, ou hommes gâchettes. Le mot gatilleros désigne en espagnol la gâchette d'une arme. Les hommes armés sont donc des gatilleros. Ils sont chargés d'impôts. Les enfants étaient fascinés par ces chefs de gang qu'ils considéraient comme leurs idoles et qu'ils rêvaient d'imiter quand ils en auraient l'âge. À partir des photos prises par la police, El Puerco fournit les noms des membres du gang et leurs fonctions. Toute la bande d'Arroyo est désormais identifiée. Lorsqu'ils narguaient la police, on a pu tous les prendre en photo. Nous avons utilisé toutes les photos prises par les policiers pour identifier les membres du gang. À chaque fois, nous pouvions établir avec précision l'identité de l'homme cité par notre indicateur. Bien que ces photos soient pertinentes, l'agent Poli pense que pour un jury, elles ne constituent pas forcément une preuve. Afin de le convaincre et de présenter des éléments irréfutables, l'unité spéciale décide d'envoyer un agent infiltré acheter de la drogue. Cet achat par un agent infiltré avait pour but de réfuter tout argument de la défense prétendant que ce qui était vendu à cet endroit n'était pas de la drogue. L'opération est risquée. Sachant de quoi le gang est capable, les agents infiltrés sont seuls. Pour l'agent infiltré, je pense que c'était une opération banale. Mais quand 2 individus à pied se sont approchés de lui au moment où il repartait et ont commencé à lui parler, je me suis dit, il a été découvert, il se doute de quelque chose. Mais en fait, il voulait juste qu'il les dépose à l'arrêt de bus le plus proche.
La police achète ainsi 8 doses de crack. Une analyse de laboratoire établira qu'il s'agit de cocaïne quasi pure. Cela explique le va-et-vient incessant près de la ligne blanche. Le seul moyen de démanteler le gang de Villa d'Avila est d'interpeller tous ses membres en même temps. Mais pour l'unité spéciale, intervenir sur un groupe de cette taille sans spécialiste est une mission particulièrement risquée. Pour qu'il n'y ait de victimes ni d'un côté ni de l'autre au cours de notre intervention, et pour agir avec le maximum de sécurité, nous avons décidé de faire appel à notre équipe de sauvetage d'otages. L'équipe de sauvetage d'otages du FBI fait partie du CIRG. Basée au quartier général du FBI à Quantico, en Virginie, elle s'entraîne en permanence dans des conditions extrêmes, expérimentant de multiples scénarios d'assaut et de sauvetage. Nous avons 3 spécialités principales: combat rapproché, armes à feu et tireurs d'élite. Nous sommes entraînés au combat rapproché, qu'il ait lieu dans un camp retranché, un immeuble, un bus ou à bord d'un avion. Quelle que soit la situation, cela requiert une coordination entre nos hommes. Au quotidien, lors des interventions, ils apprennent la discipline, le travail en équipe et comment déterminer le moment opportun pour tirer sur une cible. L'équipe est composée de 2 groupes, une unité d'assaut et une unité de tireurs d'élite. Seulement 15% des postulants parviennent à intégrer l'équipe. Nous nous appuyons sur nos expériences passées pour essayer de recréer ce type d'environnement lors de notre entraînement quotidien. Nos hommes ont l'habitude de travailler sous pression. Ils sont soumis quotidiennement à des situations de stress. Le gang est dispersé dans un quartier très protégé, comptant 60 maisons. Plusieurs dizaines d'individus travaillent pour lui et bien d'autres n'hésiteront pas à tirer au moindre problème. On a fait appel à la HRT, l'équipe de sauvetage des otages, en raison de la capacité de ces tireurs d'élite à prendre l'avantage. Ça nous a permis de pouvoir surveiller discrètement le gang et rendre compte de son activité. Nous savions que cela était extrêmement dangereux, comme en témoigne le traitement réservé aux autres gangs et aux individus qui ont tenté de pénétrer dans leur quartier. Le gang qu'elle va affronter est arrogant et violent. À proximité de Villa d'Avila, la HRT aura besoin de toutes ses ressources contre un ennemi qui ne craint pas l'autorité. Pour ne pas attirer l'attention sur l'arrivée de 80 Américains et leur équipement, l'équipe voyage en petits groupes. Sa destination est une base navale de Porto Rico. Nous nous sommes rendus directement sur une base militaire où nous nous sommes entraînés. Et nous y sommes restés jusqu'au moment de l'intervention. À son arrivée, la HRT est confrontée à un problème. Comment remplir sa mission le mieux possible alors qu'aucun agent de l'unité spéciale ne peut passer devant les guetteurs ou franchir les périmètres naturels de Villa d'Avila sans se faire repérer? L'équipe doit être informée de ce qui l'attend. Le gang avait un avantage considérable en raison du contrôle total exercé sur cette zone, entourée sur 3 côtés par des collines. Il y avait une route pour y entrer, une pour en sortir, et elle était entourée d'un terrain escarpé recouvert de végétation sauvage. Nous avons étudié les photographies aériennes, interrogé plusieurs personnes pour obtenir le plus d'informations possible sur le quartier et les zones voisines. La première stratégie de l'équipe d'assaut consiste à envoyer des tireurs d'élite observer la zone cible. Ils doivent effectuer leur opération de surveillance à partir d'une position assez proche pour identifier les suspects, mais assez reculée pour ne pas être repérés. Nous avons choisi un itinéraire très accidenté pour qu'il y ait moins de risques de tomber sur des enfants ou sur des habitants. Il n'est pas aisé de progresser sur des collines escarpées et broussailleuses dans la chaleur et l'humidité. Le principal souci de l'équipe de tireurs d'élite est de ne pas se déshydrater.
Le plus dur, c'était probablement d'être en plein soleil toute la journée. Nous cohabitions avec des insectes, des serpents, des lézards, des petites bestioles en tout genre, le menu habituel dans une jungle. S'installer plusieurs jours sans être repéré par les habitants était un exploit. Je me souviens qu'un agent m'avait dit que l'un des hommes de la HRT ressemblait à un arbre et que quelqu'un aurait pu passer devant lui sans le remarquer. Les équipes restent postées au même endroit pendant 4 jours. Dans cet environnement, le moindre mouvement peut les faire repérer. Lorsque vous êtes en pleine nature et que vous faites un petit somme, vous ne pouvez ni bouger ni faire le moindre bruit. Si votre collègue ronfle, il faut le réveiller. Depuis sa cachette, l'équipe observe et enregistre les activités quotidiennes du gang. Elle se trouve à moins de 30 mètres des suspects les plus proches. On entendait des bruits de chasse d'eau, de vaisselle, des conversations. C'est fou ce qu'on pouvait voir. Ce n'était pas un quartier ordinaire. On voyait des enfants aller à l'école et des gens partir au travail, mais il y avait aussi une activité criminelle ostensible. La drogue, l'argent et les armes circulaient librement. L'équipe de tireurs d'élite prend des centaines de photos, preuves irréfutables de l'activité criminelle du gang. Parmi toutes les photos que nous avions prises, il y en avait qui montraient clairement des armes à feu et nous avions des images filmées des ventes de drogue. Cela constituait des preuves solides et quasiment irréfutables. Même Arroyo est photographié en flagrant délit. On le voit sur une vidéo en train de vendre de la drogue. La nuit précédant l'intervention, nous avons observé Juan Carlos. Il distribuait de la drogue. Il faisait ça régulièrement pour se faire bien voir de ceux dont il avait besoin pour maintenir son contrôle. Les photos ont une autre utilité. Elles permettent d'identifier les différentes maisons où se trouve la drogue, l'argent, les armes et les suspects. Le quartier compte plus de 60 maisons, dont 15 sont impliquées dans le trafic de drogue d'Arroyo. On a confié aux équipes de la HRT la responsabilité du quartier où le gang opérait. Elles ont été informées de l'activité des individus, des meurtres dont ils étaient responsables, de la nature de leur trafic, du périmètre d'intervention de chaque équipe. Leur mission était de neutraliser les armes et de déjouer les menaces lors de l'intervention, mais également d'annoncer clairement leur présence en tant que force de l'ordre. L'intervention est prévue pour le 11 mars. Pour des raisons de sécurité, l'unité spéciale ne révèle les détails du plan d'opération à la police locale que le matin du raid. Il était nécessaire d'inclure la police de Porto Rico, car elle représentait la loi, même s'il s'agissait d'une affaire fédérale. Elle connaissait le quartier, les habitants, leurs habitudes, et elle savait comment agir avec les gens dans la rue. Notre mission était de pénétrer dans les maisons et de maîtriser les individus rapidement pour éviter une fusillade. L'unité spéciale identifie 3 postes d'observation. Le principal est une station-service située à l'extérieur du quartier. Les équipes devront passer à proximité sans se faire remarquer afin de maintenir l'effet de surprise. Au moment de planifier l'intervention, j'étais conscient des risques d'opérer dans de telles conditions. J'ai dû me préparer psychologiquement au fait que j'allais vivre une situation qui pouvait très bien aboutir à une fusillade. À l'heure prévue, l'assaut est donné. Une dizaine d'équipes s'attaquent simultanément à des cibles à l'intérieur et à l'extérieur du quartier. Nous devions pénétrer rapidement sur le site, maîtriser physiquement les individus en les menaçant avec nos armes, tout en les dissuadant de riposter. Nous avons investi la maison le plus vite possible pendant que des hommes se déployaient dans la rue. L'opération se déroule comme prévu. Les équipes d'assaut sont le plus en danger lorsqu'elles sont à découvert dans la rue. Le matin de l'intervention, la HRT, qui avait surveillé toute la zone pendant 24 heures et circonscrit un immense périmètre,
a d'abord investi les maisons abritant les chefs de l'organisation. Pour chaque objectif, le résultat est le même. En quelques minutes, les 120 agents de l'unité chargée de la sécurité dans les rues arrêtent la plupart des suspects. Nous avions placé des tireurs d'élite dans les collines environnantes. Il y en avait également un dans chaque équipe pour contrôler les environs de la maison et prévenir toute menace d'une maison voisine qui aurait pu appartenir au gang sans que nous le sachions. De la drogue, de l'argent, des livres de comptes sont saisis à plusieurs endroits du quartier. Au dire de tous, l'opération est une réussite. L'arrestation du gang de Villa d'Avila fait la une de tous les journaux. Ce jour-là, 22 des pires criminels de Porto Rico sont menottés et emmenés, y compris le chef du gang, Juan Carlos Arroyo. En tant que responsable de l'opération, j'étais soulagé que personne n'ait été blessé malgré la violence du gang. J'étais aussi très heureux que nous soyons parvenus à démanteler la hiérarchie de l'organisation. Les membres du gang pensent que les preuves réunies contre eux sont insuffisantes pour les garder en prison. Après tout, aucun d'eux n'a été surpris en possession de drogue ou d'armes. Ils se parlaient en souriant. Ils pensaient que leur libération aurait lieu rapidement, car une fois encore, la police ne les avait pas pris en flagrant délit. Nous avons essayé de leur expliquer la notion judiciaire d'association de malfaiteurs, mais ils ont mis plusieurs jours avant de comprendre la réelle gravité de la situation. Les peines prononcées à l'encontre des membres du gang vont de 15 à 22 ans de prison pour organisation criminelle, trafic de stupéfiants, vol de voitures, détention, dissimulation et trafic d'armes à feu. Nous leur avons dit que si nous poursuivions l'un d'eux, tous seraient mis en cause sans exception et qu'il n'y aurait aucun recours possible. À partir du moment où nous tenions Juan Carlos, nous savions qu'ils plaideraient tous coupables, ce qu'ils ont fait. Le démantèlement du gang de Villa d'Avila a été le résultat d'une collaboration fructueuse entre l'unité chargée de la sécurité dans les rues et les équipes de sauvetage d'otages du FBI. Nous apprécions énormément de travailler avec des spécialistes du terrain et des équipes SWAT. Cette collaboration permet de maintenir un excellent niveau. Le gouvernement fédéral et le FBI disposaient des moyens légaux nous permettant de travailler avec la police de Porto Rico et de recourir aux lois fédérales pour neutraliser ces individus définitivement. Les efforts conjugués de l'unité spéciale ont mené au succès qu'on constate aujourd'hui dans les rues de Villa d'Avila. Lorsque l'agent de police José Torres Diaz se promène dans les rues, il voit que la peur a disparu. C'est merveilleux de voir les enfants dans la rue et plus les criminels. Regardez tous ces enfants qui jouent dehors. Ce n'était pas le cas avant, car il régnait une telle terreur que les gens ne laissaient pas leurs enfants à l'extérieur. Même nous ne pouvions pas rester ici simplement à discuter avec les habitants. Certains habitants de Villa d'Avila craignent malgré tout des représailles. La plupart refusent d'évoquer ce qui s'est passé ici. D'autres, comme cette femme, osent parler du climat de terreur que le gang avait instauré dans le quartier, en espérant que cela n'arrive plus jamais. Il fallait se plier à leurs règles. Si je ne l'avais pas fait, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui.